Bah, merci beaucoup pour votre présence. Vous êtes dépassé assez nombreux pour l'auteur d'un premier essai au nom imprononçable. C'est vraiment courageux de votre part. Je remercie le cercle. Je remercie son fondateur, Pierre-Yves Rougeron. Je vous remercie d'être venu. Je remercie Maxime pour son amitié. On s'est connus à une période, hélas, désolante de notre histoire. On était ensemble à Sciences Po. Ça, ça arrive à des gens bien. Et, euh, voilà, donc voilà. En tout cas, il m'a tellement parlé du cercle qu'au bout d'un moment, je pensais qu'il vivait ici de façon clandestine. Mais en fait, il a un domicile, une famille. En fait, c'est assez intéressant de savoir ça. Donc, je veux dire qu'il m'en a tellement parlé que je pensais savoir les lieux. Mais en tout cas, je connais le dynamisme de l'association. Je connais les efforts que vous faites pour encourager les débats d'idées contradictoires et sur les thèmes qui ne sont pas nécessairement ceux auxquels on pense et ceux qui sont les plus confortables pour tout le monde, ce qui est rare dans les périodes qu'on vit. Et je vous remercie pour ça. Et donc, je vais parler rapidement de moi, si c'est... Je pense qu'on me connaît tous, hein. Mais c'est plus rapidement, donc je me nomme Joël Téléssia Soko, je suis journaliste économique. J'ai travaillé pendant 10 ans au magazine Jeune Afrique, dont j'ai dirigé le pôle économie et finances entre 2002 et 2022. Et j'ai pris un peu de distance pour un peu prendre le large et pouvoir explorer des thèmes qui m'étaient à cœur et qui sortaient un peu du rythme quotidien et hebdomadaire de la presse qui ne permet pas toujours de lire, bizarrement, parce qu'on lit énormément de choses quand on est journaliste, mais on ne lit pas forcément de livres, on lit beaucoup plus, en tout cas en tant que journaliste économique, on lit beaucoup plus de rapports du FMI, d'autres magazines, de choses comme ça. On n'a pas forcément le temps de se plonger dans des textes plus longs, plus conséquents et plus demandeurs. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai pris cette distance-là. Et le thème de cet ouvrage, le titre, Thomas Sankara, qui euh, a été plus ou moins bien compris dans certains cercles. Je me souviens d'une conversation il y a quelques semaines, je participais à quelque chose sur Internet. Et parmi les intervenants, il y a un journaliste qui m'a dit écoutez, monsieur Téléssia Soko, de toute façon, pour moi, votre livre, il est de toute façon inaudible parce que le titre, Enterrer Sankara, ben déjà, bon, il y a ce titre, mais de deux, vous avez travaillé à Jeune Afrique, donc de toute façon, personne ne va vous écouter parce que bah, vous êtes situé. Et deux, vous êtes ivoirien. Donc de toute façon, tout le monde sait que c'est le président ivoirien de l'époque, Félix Houphouët-Boigny, qui a ordonné l'assassinat de Thomas Sankara. Donc vous, en tant qu'Ivoirien, vous n'avez pas de droit au chapitre. Ce qui m'a semblé une façon très originale de juger un ouvrage. Et toujours est-il que c'est le titre que j'ai choisi, mais il n'a pas été choisi par hasard. Lorsque j'ai commencé à réfléchir à cet ouvrage et j'ai commencé à me documenter, je l'ai fait parce que je faisais face de mon travail de journaliste et dans les discussions avec des amis sur le continent, dans la famille et dans la diaspora, ouais, et de personnes qui étaient juste intéressées par l'économie africaine et la situation du continent, je me trouvais confronté à la persistance comment dire, de postulats qui n'étaient jamais vraiment questionnés. C'est la base d'un postulat, c'est la base du préjugé. Comme disait Jean-François Revel, le préjugé, ne vous empêche pas de penser, il pense à votre place. Et le fait qu'on ne questionnait pas ça, pour moi, c'était problématique. Sur une infinité de sujets, on a évoqué tout à l'heure la question du franc CFA et d'autres thématiques qu'on pourra revenir après durant les questions-réponses, mais il y avait plusieurs postulats qui me semblaient problématiques parce qu'ils n'étaient jamais remis en cause. Et parmi ces postulats qui ne sont jamais remis en cause, il y avait le sujet disons, des luttes d'influence pour le continent. Cette idée qui est vachement répandue, selon laquelle cette lutte existe et qu'elle est aussi forte que ça. Et que Thomas Sankara, l'image de Thomas Sankara comme étant celui qui s'est opposé à cette volonté de mettre la main sur le continent et que par son opposition et sa résistance à cela, il y a perdu la vie, cette idée-là, elle est ancrée dans la réflexion ou dans les réflexes sur le continent. Et je trouvais assez difficile d'accepter cela parce que les chiffres ne disaient pas exactement la même chose. Et je ne trouvais pas très raisonnable et très mature, quelque part, d'imaginer que pendant 60 ans, les économies africaines ont été dirigées par plusieurs dizaines de dirigeants et qu'on pouvait décider d'emblée que tous étaient plus ou moins inutiles, vendus, etc. Et ce un
avait eu le courage de faire les choses correctement et, comme par hasard, c'est celui qui est mort. Cette façon de raisonner-là ne me semblait pas mature. Et donc, en me documentant, j'ai été frappé par quelque chose. Ma fille m'a offert un ouvrage pour mon anniversaire. Je pensais citer le titre, mais vu que je l'ai vu dans la pile, je ne vais pas le faire. En me documentant pour cet ouvrage-là, je me suis rendu compte de la répétition d'un tour de passe-passe qui est assez connu des journalistes, parfois utilisé par les journalistes, mais pas tant que ça, mais qui est assez connu des journalistes. C'est ce que j'appellerais la soustraction par l'addition, qui consiste, quelque part, lorsqu'on a une thèse à prouver, d'additionner des références, d'additionner des chiffres, des sigles, des statistiques et surtout des noms imprononçables, exotiques quelque part. En Côte d'Ivoire, ça sera Tengrela, qui est une ville du Nord. Au Sénégal, ce sera Guinguinéo. Enfin, des trucs comme ça, le Haut-Katanga. Enfin, toutes sortes d'éléments qui créent une sorte de mystique et embourbent l'esprit. Et à la fin de l'accumulation de données, de chiffres, de choses comme ça, le lecteur a presque envie de dire pitié. Ok, j'ai compris, j'adhère à votre thèse, je suis d'accord avec vous, c'est pas la peine de rajouter. C'est comme à la fin de Don Quichotte, en fait. On a presque envie de remercier l'autre d'être décédé, de ne pas avoir fait plusieurs ouvrages parce que c'est très lourd, c'est très dense, etc. Donc, il y a cette tendance à le faire. Et donc, dans les cas où on défend une thèse englobante, en accumulant cette foultitude d'exemples, quelque part, on triche avec le lecteur et j'ai essayé de ne pas le faire dans l'ouvrage et je vais essayer de ne pas le faire durant cette conversation. J'ai dit que je vais essayer. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas y arriver. Ça veut dire que je vais y arriver. Et si à un moment donné, je m'inclus des statistiques ou des références à des endroits exotiques, c'est que je me perds un peu de ma réflexion et j'espère que vous en aurez un peu marre et direz « Vas-y, Joël, on a compris, laisse tomber. » Si ça arrive, je ne sais pas si ça arrivera, mais si ça arrive. OK. Mais il y a plus grave, en fait, que cette méthode, cette façon d'accumuler des données, etc., et de prétendre développer une thèse englobante. Je précise que je n'ai pas mis de chrono, donc merci. OK. C'est que, donc je parlais des impensés qui sont bien commodes et qui servent. La difficulté, c'est que ces impensés par rapport à la place de l'Afrique, au potentiel de l'Afrique, à l'intérêt qu'elle suscite, aux convoitises qu'elle suscite également, c'est que ces impensés-là marchent dans les deux sens, donc dans tous les sens, si on veut dire. C'est-à-dire, ça marche pour ceux qui considèrent que, en dépit de tout ce potentiel-là, ces pays sont mal gérés, et pour utiliser la formule aimable de l'actuel locataire de la Maison-Blanche, les S-hole countries, ça marche pour ceux qui ont cette vision-là du continent, et ça marche aussi pour ceux qui ont une vision et qui n'arrêtent pas de le répéter que l'Afrique est l'avenir du monde. Un concept qui est aussi malléable, aussi flexible et qui peut déployer par rapport à tout le monde, qui pour moi est à sa base un concept qui est suspect et qui est dangereux. Et donc, c'est en pensant à tout ça, la question de l'influence, la question des luttes d'influence, la question du potentiel du continent, je me suis dit, OK, dans le thème de économie africaine, entre lutte d'influence et influence sans lutte, j'aurais pu ajouter lutte sans influence, mais ça aurait fait trop. Donc, je me suis arrêté à ces deux éléments-là. Ça m'a semblé intéressant, ça m'a semblé un prisme intéressant pour réfléchir aux économies africaines avec un peu plus de distance et de sang-froid qu'on le fait ordinairement. Je dis ça pourquoi? Parce que, quelque part, je parlais d'impensé tout à l'heure. La question que je me suis posée dans l'ouvrage et en pensant à cette conférence, c'est qui se bat vraiment pour l'Afrique? On estime, on anticipe, on imagine que c'est le cas, mais dans les faits, qui se bat exactement pour l'Afrique? Si on exclut le Sahel, ok, bon, ouais. Exclut le Sahel, bon, c'est filmé. Mais si on exclut le Sahel, ce postulat il est très difficile à défendre, en fait. Tout à l'heure, je parlerai des vraies luttes d'influence, mais qui se font sous un mode qui est différent de ce qu'on imagine. Mais évidemment que pour l'économie africaine aujourd'hui, en nominal, c'est 3 000 milliards de dollars, c'est à peu près l'équivalent de l'économie de la France, c'est à peu près l'économie de l'Inde. En parité, le pouvoir d'achat, c'est 11 000 milliards de dollars. Donc évidemment qu'il y a des transactions qui se font, évidemment qu'il y a des deals, évidemment qu'il y a des acquisitions, des fusions, il y a tout ça qui se fait, évidemment. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a
une espèce de reproduction de la ruée vers l'Afrique de l'époque. Je ne crois pas que ce soit le cas. Lorsqu'on prend, par exemple, les investissements directs étrangers sur le continent. En 2023, ce sont les derniers chiffres disponibles, en 2023, dans 34 pays d'Afrique subsaharienne, ces investissements directs étrangers étaient inférieurs à 1 milliard de dollars. Dans certains pays, c'était 10 millions ou 20 millions. Je ne suis même pas sûr qu'on puisse développer un casino avec 20 millions de dollars. Mais ce sont des sommes qui, dans beaucoup de cas, sont faibles. Et donc, il y a une tendance à penser en Afrique, si je peux dire, à penser à l'Afrique de façon globale. C'est la raison pour laquelle j'insistais pour essayer sur les économies africaines, parce que j'insistais pour le fait qu'on descende un peu de cette vision globale pour arriver un peu plus dans le détail. Donc, je disais tout à l'heure, 34 des 48 pays d'Afrique subsaharienne ont aussi en 2023 des investissements directs étrangers qui étaient inférieurs à 1 milliard de dollars. Si on prend les 5 principaux récipiendaires, parmi lesquels le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Sénégal en particulier, parce qu'il y a le développement de tout le projet gazier qui était découvert il y a un peu moins d'une dizaine d'années, qui est maintenant en train de sortir ses premiers gisements de gaz. Si on pense au Sénégal et aux autres pays, si on accumule les données des 5 premiers récipiendaires d'investissements directs étrangers en Afrique en 2023, on arrive à peu près à 15 milliards de dollars. Et 15 milliards de dollars, c'est ce que la Colombie, elle seule, a reçu en 2023. Le Pérou et le Chili ne sont pas très très loin. Et donc, quelque part, les 5 premières économies africaines les plus attractives pour les investisseurs internationaux n'arrivent pas à faire mieux que la Colombie. Il y a un élément dont je parle dans l'ouvrage. J'ai passé 1 an en échange à Bogota. Et donc, j'ai une sorte de biais latino-américain, mais qui m'aide parce que ça me permet de sortir du tête-à-tête africano-européen dans lequel beaucoup ont tendance à rester. Et si la Colombie, par exemple, était un pays africain, l'économie africaine, ce serait à peu près la deuxième ou la première économie du continent selon l'année prise en compte et selon l'évolution du taux de change par rapport au dollar. Et aujourd'hui, il est impossible de trouver un Ivoirien, un Camerounais ou même un Sénégalais qui enverrait le niveau de vie d'un Colombien moyen. Pourtant, ce niveau de vie-là, en PIB par habitant, il est parfois 4, 5, jusqu'à 7 fois supérieur. Mais lorsqu'on reste dans l'idée, dans le postulat de la place centrale et absolument inégalable de l'économie africaine dans les calculs économiques, des économies africaines dans les calculs économiques mondiaux, on arrive à ce type de flou, à ce décalage dans la vision. Et donc, je parlais des investissements directs étrangers qui étaient dans beaucoup de pays africains inférieurs à 1 milliard de dollars, et l'accumulation des premiers était inférieure à peu près au niveau de celle de la Colombie. Mais si on exclut le pic post-Covid en 2021 à 71 milliards de dollars, la tendance est baissière depuis une décennie. Depuis 2015, la tendance est baissière. Il y a eu la baisse des prix, la baisse des prix des hydrocarbures en 2014-2015, et depuis lors, la tendance est baissière. Alors que si on prend des pays comme le Vietnam, l'Indonésie ou les Philippines, cette tendance est en hausse. Et donc, si quelque part, il y a une vraie bataille dure d'influence, d'acquisition de marché, de position, elle serait plutôt dans ces économies-là où une décennie, c'est assez long quand même pour avoir des tendances en termes d'investissement et de projection et de construction de business plan. Je ne dis pas que ces flux sont négligeables. Tout à l'heure, j'ai évoqué la taille globale de l'économie africaine prise dans son ensemble, et le fait que, évidemment, il y a des transactions et des deals qui se font. Donc, je ne dis pas que c'est négligeable, mais ces investissements sont déjà concentrés sectoriellement. C'est ce que je viens d'évoquer avec les pays les plus importants, géographiquement et sectoriellement, dans les mines, dans les hydrocarbures, des secteurs qui ont vraiment besoin d'investissement parce que c'est eux qui emploient le plus d'Africains et qui, dans beaucoup de cas, représentent une bonne partie du PIB. Je parle de l'agriculture, par exemple. Ces secteurs-là ne reçoivent quasiment aucun investissement important, en tout cas pas dans la phase de transition de l'agriculture ou la production agricole de base à la production agro-industrielle. Ces secteurs-là ne reçoivent pas d'investissement. Et donc, encore une fois, quand on pense à la ruée vers les investissements, à la lutte d'influence pour acquérir des positions dans l'économie africaine, on mésestime, on fait abstraction de cet élément-là. Je ne vais pas jusqu'à dire que cette vision de l'économie africaine est une vision
le comptoir, pour utiliser le vocabulaire du 19e siècle, mais c'est en tout cas une vision qui est surannée, à mon avis. Si on reste dans l'idée d'investissement, mais on utilise un autre canal qui est celui du secteur financier, du secteur bancaire, par exemple, il y a une donnée qui peut tromper souvent, c'est que dans les faits, lorsqu'on prend le pays africain médian, la part des actifs bancaires qui sont détenus par les banques étrangères a doublé en une vingtaine d'années à peu près, entre 1995 et 2019 sont les dernières données disponibles. Cette part a doublé. OK. Mais dans les faits, la plupart des grandes banques internationales sont sorties du secteur bancaire africain. C'est le cas de BNP Paribas en France. C'est le cas de BPCE. C'est le cas de Société Générale en dernier ressort. C'est aussi le cas de Barclays. Les Britanniques de Barclays. Et Citi a réduit drastiquement sa présence sur le terrain. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi en dernière partie de la discussion, qu'est-ce qui a mené à ces décisions-là et quel type d'influence auquel on ne pense pas régulièrement a créé cette situation. J'en parlerai, mais dans les faits, les grandes banques internationales qui auraient dû se positionner réellement ont quitté ces territoires. Dans ce cas, pourquoi est-ce que la part des actifs détenus par des banques étrangères a cru sur le continent alors que les banques internationales se retiraient? C'est que les banques régionales, les banques marocaines, les banques nigérianes, les banques sud-africaines dans beaucoup de cas, et quelquefois dans les banques d'Afrique de l'Est, ont pris le relais. Donc, si l'une d'influence il y a, elle s'est déplacée de la sphère internationale aux sphères intra-africaines et régionales. J'en parlerai un peu plus tout à l'heure, mais c'était pour resituer ce changement de... Je me suis promis de jamais prononcer paradigme, mais ce changement de perception, d'échelle, lorsqu'on réfléchit aux questions africaines. Un autre sujet qui est revenu régulièrement lorsqu'on évoquait les économies africaines, c'était la Chine. J'en parlerai maintenant et dans quelques minutes. J'ai vu très régulièrement passer l'information selon laquelle la Chine, en une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, avait pris le contrôle de 78 ports africains et détenait aujourd'hui le contrôle d'un tiers des ports sur le continent. Et cette information a été reproduite et commentée, a suscité toutes sortes de colère, d'anxiété, etc. Ce qui, moi, m'a étonné parce que dans les faits, non, la Chine ne contrôle pas 78 ports africains. La Chine est présente dans 78 ports africains. Dans certains cas, elle a des concessions. Dans certains cas, elle a participé au financement. Dans certains cas, elle a des parts minoritaires dans ces ports. Mais les parts des opérateurs chinois sur le continent sont quasi systématiquement minoritaires. Ce qui n'est pas le cas en Europe occidentale. Ce qui n'est pas le cas en Asie. Et donc, les acteurs chinois sur le continent ne détiennent pas le contrôle de 78 ports africains, ils détiennent des parts ou des concessions ou une présence commerciale, etc. dans beaucoup de ces ports. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Et dans certains cas, j'ai entendu dire, vous vous rendez pas compte, dans un tiers ou un 20e ou un tiers de ces ports en question, donc contrôlés par la Chine, les embarcadères ou les installations ont les capacités nécessaires pour accueillir des navires de guerre. Et alors, vous pensez que la Chine a envie d'envahir le Cameroun? C'est quoi l'idée, en fait? Oui, OK, il y a l'installation, c'était construit pour des gros porteurs. Apparemment, ça peut servir aussi à accueillir des navires militaires. Et alors? Mais cette obsession-là, cette idée que le continent est une proie systématiquement en danger, sans capacité d'autonomie, sans agenda, en fait, sans capacité... Cette vision-là, pour moi, elle est problématique. Parce qu'elle présume une passivité qui, pour moi, est insultante et dégradante. On y reviendra. Mais j'ai voulu revenir sur ces exemples-là pour situer un peu le débat et sortir de ce que j'appelais tout à l'heure des impensés, en fait. Donc, parler de mainmise ou même de l'une d'influence selon l'ancien modèle, pour moi, c'est un abus de langage, d'autant plus que si on reste dans le cas des infrastructures. Donc, les chiffres, c'est à peu près... J'utilisais, mettons, des noms exotiques. Non, c'est pas vrai. Mais les chiffres, c'est à peu près 168 en capacité, en fait. L'Asie du Sud-Est dispose de capacité de 168 conteneurs pour 1000 personnes. En parlant de capacité des installations portuaires. En Afrique, c'est 25 équivalent 20 pieds pour 1000 personnes. Ce qui veut dire qu'il y a une place, je ne dirais pas une place à prendre, mais qu'il y a encore
une marge extraordinaire de progression en termes d'investissement, de progression des capacités. Donc, ce n'est pas parce que les Chinois s'installent et développent des capacités portuaires que l'espace est complètement saturé et que il y a plus, qu'il y ait nulle d'influence, une bagarre pour les quelques espaces restants. C'est pas le cas. Il y a encore une marge de progression. Je pense que ce qui arrive lorsqu'on pense régulièrement aux questions de jeux d'influence ou de batailles d'influence ou sur le continent, outre le prisme, on reste encore à l'idée de prendre des positions sur les comptoirs. Il y a le prisme du secteur minier qui est maintenant une nouvelle fièvre, un nouvel accès de fièvre avec tout ce qu'ils appellent minerais critiques. Et automatiquement, dès que c'est critique, dans la presse américaine et dans ce adage, lorsqu'on parle d'une personnalité qui est... grosso modo, lorsqu'on dit qu'elle est dans un état critique, c'est le signal envoyé à toutes les rédactions pour commencer à sortir les nécrologies, en fait. Parce que personne ne revient du stade critique, en théorie. Ben donc, dès qu'on parle de minerai critique, tout le monde, cette idée revient. Mais si on prend la Chine encore, qui a, c'est l'ouvrage que Maxime a offert, à multiplier des prises, l'acquisition de contrats de permis miniers, de possession minière, etc. dans beaucoup de pays. Si on reste dans l'idée de la Chine encore et qu'on compare cette situation à l'Afrique, et encore une fois, je n'exclus pas le fait que des acteurs peu recommandables circulent quelque part en RDC ou dans le Sahel pour essayer de récupérer des actifs. Ça, je n'exclus pas cette réalité-là. Mais lorsqu'on prend les chiffres à peu près en gros, les 5 premiers fournisseurs de la Chine en minerais ont exporté 20 milliards de minerais vers la Chine. C'est essentiellement l'Afrique du Sud, la Guinée et d'autres acteurs derrière qui ont des parts moins importantes, dans le Gabon d'ailleurs. Mais c'est 20 milliards de dollars. Et ces 20 milliards de dollars-là, c'est à peu près autant que le Pérou. Et je parle des 5 premiers fournisseurs africains, ils valent à peu près autant que le Pérou. Et ils sont très loin, mais très loin de l'Australie, qui représente à peu près 96 milliards, qui est 40% du total. Quitte à se battre pour avoir une influence, il est beaucoup plus logique de se battre dans les espaces où on peut gagner le plus que d'aller essayer de gagner des miettes dans dans des superficies plus petites et quitte à bien qu'elles soient bien moins réglementées, mais plus petites. Ce qui m'amène à la deuxième partie de mon propos. Ça va? Oui. Ok. En évoquant le secteur bancaire, j'ai expliqué que la focale s'était un peu déplacée et qu'on était sorti de ces grands ensembles internationaux qui dictaient éventuellement quelle serait la direction du crédit à travers les différentes économies africaines. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas, encore une fois, de lutte d'influence, mais c'est déplacé. Je peux prendre un exemple de lutte d'influence. Est-ce que politique, c'est le mot? En tout cas, d'une influence, en tout cas d'une stratégie d'influence qui a marché sur le continent, c'est la stratégie du Maroc, qui est d'autant plus remarquable qu'elle a fonctionné en orchestrant, est-ce qu'orchestrer c'est le bon terme, mais dans les faits, c'était en grande partie porté par le roi Mohamed VI, mais tous les acteurs ont été impliqués, le secteur public, les entreprises à capitaux publics, même si elles sont en fonctionnement privé, les banques, les compagnies d'assurance, les compagnies minières, les compagnies de télécom, tous ces acteurs sont impliqués. Même, on peut tenir compte du fait qu'il y a même une influence dans l'aspect religieux des choses. Même la Banque centrale a été impliquée en appliquant une politique en termes de gestion des risques ou de calcul des actifs qu'il fallait mettre de côté ici et là. Il y a eu toute cette orchestration-là de la part d'acteurs qui très souvent sont des rivaux sur ces marchés et qui sont quand même arrivés à déployer une stratégie qui a marché. Dans les faits, les banques marocaines sont aujourd'hui, en moins d'une quinzaine d'années, sont aujourd'hui présentes dans 20 pays en Afrique subsaharienne, en moins d'une décennie. Souvent au nez à la barbe de leurs rivales nigérianes ou sud-africaines. Ça s'est fait en une décennie. Elles ont même racheté des actifs de banques françaises, des actifs de BPCE ont été rachetés il y a je crois, un peu moins de 18 mois, un financier français marocain, qui était l'ancien ministre de l'Industrie, qui a fait fortune dans l'assurance avant de devenir ministre, a repris Société Générale au Maroc, qui n'était pas à vendre.
La banque voulait céder ses actifs dans beaucoup d'autres pays africains, mais voulait garder ses actifs en Côte d'Ivoire et au Maroc. Il arrivait à racheter Société Générale au Maroc. Et donc, il ne s'agit pas seulement d'acteurs nigérians ou sud-africains qui ont été devancés, mais les acteurs européens qui ne voulaient pas céder ont dû céder aux acteurs marocains. Si on entre dans les chiffres, j'ai parlé d'influence culturelle, socio-culturelle pour aller rapidement, mais dans le domaine culturel, si on peut dire, entre 2015 et 2022, donc en 7 ans, en 7-8 ans, il y a eu 2800 imams africains qui ont été formés à l'Institut Mohamed VI de Rabat, je crois, et qui sont retournés sur le continent exercer leur... c'est quoi le terme? Pas leur prêtrise, c'est sûr. Le sacerdoce, exactement. Merci beaucoup. Et on peut avoir une différente interprétation de ce qu'est l'islam au Maroc par rapport à d'autres régions du continent, mais l'Afrique subsaharienne reste quelque part une zone où les leaders religieux ont encore une très forte influence, notamment en zone rurale. Et si on garde en tête le fait que lorsqu'il s'agit de développer des permis miniers ou des autoroutes, etc., il faut systématiquement consulter les populations locales et obtenir leur agrément, en tout cas leur adhésion au projet, qui sait l'influence que ces leaders religieux peuvent avoir dans un sens ou dans l'autre lorsqu'il s'agit de ce que la population accepte ou pas tel ou tel développement. C'est une influence qui n'est pas négligeable et je pense qu'on sous-estime cet élément-là. Je parlais des télécoms tout à l'heure. Maroc Télécom tire aujourd'hui l'essentiel de sa marge en Afrique subsaharienne. Le chiffre d'affaires stagne au Maroc et chaque année, ce sont les filiales en Afrique subsaharienne qui permettent de repartir des dividendes aux actionnaires de la Bourse de Casa et de Paris. Je suis un des actionnaires de la Bourse de Paris d'ailleurs. Je le dis comme ça parce que full disclosure, comme disent les anglo-saxons. Mais cette progression s'est faite, c'est assez intéressant dans le cas de Maroc Télécom d'ailleurs, qui a été racheté à Vivendi par Etisalat, qui est un groupe émirati. Donc, un des actionnaires minoritaires, c'est l'État marocain. Etisalat est l'actionnaire majoritaire, mais il y a eu un retournement. Etisalat a cédé à Maroc Télécom ses actifs en Afrique subsaharienne. C'est comme ça que Maroc Télécom s'est développé très rapidement. Mais cette progression s'est faite au détriment d'acteurs très importants sur le continent, comme le Sud-Africain MTN, qui est le premier groupe panafricain dans les télécoms, mais qui a une progression en termes d'implantation très faible sur le continent au cours de la dernière décennie. Un groupe comme l'Indien Bharti Airtel, qui était présent dans beaucoup de pays africains, est sorti de la quasi-totalité de ces pays-là, pendant que Maroc Télécom a progressé dans ces pays-là. Et donc Orange est encore très fort sur le continent, à ces deux principales filiales au Sénégal et en Côte d'Ivoire qui ont maintenant un contrôle sur plusieurs filiales sous-régionales. Donc le bastion ouest-africain d'Orange est encore très fort, mais Orange s'est fait, après des années de contrôle et sans adversaires, sans rivaux, son offre principale, Orange Money, est maintenant très fortement concurrencée. Orange Bank a connu des progrès très très marginaux sur le continent. Donc cette progression-là s'est faite alors que d'autres acteurs plus importants ont stagné. Je finis... ouais, ça fait un peu trop cet acteur marocain, mais je pense que vous comprenez un peu l'idée. Donc une stratégie à la fois coordonnée et... j'ai pas de terme, mais coordonnée et en même temps non coordonnée, qui s'est développé avec des succès très importants sur le continent. Et c'est un type de lune d'influence auquel on ne pense pas régulièrement lorsqu'on réfléchit encore avec le modèle des années précédentes. J'ai parlé d'influence socio-culturelle tout à l'heure, j'ai évoqué le cas de la formation de leaders religieux en Afrique subsaharienne. Il y a parfois des projections de lune d'influence interne vers le continent. On sous-estime cet élément-là, mais c'est ce que la Turquie est en train de faire dans beaucoup de pays africains. Je ne parle pas seulement de Turkish Airlines qui a développé une offre absolument extraordinaire sur le continent. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais son réseau, à mon avis, rivalise celui d'Air France, KLM et celui de Emirates dans la zone. Et ça s'est fait seulement en moins d'une décennie. C'est assez remarquable. Un des leaders du secteur en Afrique, c'est Ethiopian Airlines. Et Ethiopian Airlines a pris un temps assez considérable à développer son offre. Les autres l'ont fait à une vitesse sidérante. Et la Turquie a déporté vers l'Afrique ses batailles internes
puisque dans la lutte du gouvernement du président Erdogan contre la secte, le mouvement de Gülen, ils ont non seulement forcé, ou en tout cas convaincu différents pays africains à céder à une nouvelle fondation qui a été créée en 2016, la fondation Maarif, qui dépend du ministère de l'Éducation. Ils ont amené beaucoup de pays africains à transférer à cette fondation-là les actifs qui étaient contrôlés par le réseau du prédicateur Gülen. Et aujourd'hui, en 2016 et maintenant, la fondation Maarif gère des écoles dans 25 pays africains. Ça s'est fait en quelques... Pour ceux que ça rassure, les chiffres, c'est quelques dizaines de milliers d'élèves. Je pense qu'il y a 2,8 millions d'élèves africains dans les églises, les écoles catholiques, de la maternelle au lycée, sur 6,2 millions à travers la planète. Donc, il y a encore la marge, mais c'est un développement qui est intéressant en raison de la rapidité avec laquelle cette influence-là s'est déployée. Je prends un dernier exemple dans cette partie-là. Je pense à Canal+. Et Star Times, j'ai grandi en Côte d'Ivoire avec Canal+, c'était la chaîne qu'il fallait regarder pour avoir international. TV5, c'était la chaîne pour avoir l'air intelligent, mais Canal+, c'était la chaîne pour avoir quelque chose, pour avoir un vrai divertissement. Mais Star Times, qui est une chaîne privée chinoise, c'est très compliqué comme matrice, mais bon, une chaîne privée chinoise qui est arrivée sur le continent en 2007, dans un pays très petit comme le Rwanda, qui a obtenu une chaîne de télévision digitale dans ce pays-là à l'époque. Et aujourd'hui, Star Times est présent dans 30 pays africains, revendique 13 millions d'abonnés à son offre de télé digitale, contre 8 millions pour Canal+, et 20 millions pour MultiChoice, qui est l'acteur sud-africain. Pour information, la semaine dernière, le régulateur le régulateur de la concurrence, a approuvé l'offre de rachat de MultiChoice par Canal+, qui peut-être va rééquilibrer les choses. Mais encore une fois, arrivé en 2007 au Rwanda, nous sommes en train de payer aujourd'hui, c'est aussi une forme d'influence qui passe souvent sous le radar. Je sais que dans beaucoup d'espace sur le continent à l'extérieur, lorsqu'on évoque Star Times, la critique qui ressort souvent, c'est ça va être l'occasion de servir la propagande du Parti communiste chinois aux consommateurs africains, qui est une question d'ailleurs que personne ne posait à l'époque, c'était Canal+, qui était l'acteur dominant. Je dis ça en passant, mais ce qui est important, c'est que beaucoup d'acteurs, de réalisateurs, de producteurs africains dans ces pays d'implantation-là sont très satisfaits de la présence de Star Times, parce que très vite et dès le début, ils ont choisi d'investir dans le développement du contenu local et pas seulement nous refourguer les invendus de TF1. Donc, je pense que, encore une fois, cette façon de comprendre les besoins et de s'attirer les bonnes grâces des populations locales, c'est une stratégie d'influence qui a un succès important sur le continent. Je m'approche de la fin. Je sais que j'ai évoqué la question de la France, mais je choisis un angle qui, à mon avis, est un peu différent. On pourra revenir au moment des questions-réponses sur certains dossiers. Mais un angle que j'ai choisi qui, moi, me semble important, parce que très souvent, lorsqu'on évoque les économies africaines, on pense à des stratégies de prédation de l'État, on pense à des choses comme ça. Bon, je pense d'abord à la question de la qualité du système judiciaire. Parce que lorsqu'on vous a dépourvu du réflexe de demander justice, on vous a dépourvu de beaucoup de choses. À mon avis, on vous a dépourvu de quasiment l'essentiel. Et donc, lorsque le système judiciaire est paralysé, lorsqu'il est archaïque, lorsqu'il obéit à des règles qui ne sont absolument pas adaptées aux besoins des populations locales, il y a un vrai problème, à la fois pour la vie civile, pour la population, pour le droit commercial, pour le droit contractuel, même pour les droits politiques des opposants. Et je pense qu'une des difficultés, une des influences auxquelles on ne pense pas, une des influences françaises dans nos économies, c'est qu'on a gardé l'architecture juridique française je ne dirais pas le président René Coty, mais peut-être du président Pompidou. Il y a une sorte de centralisme étatique, une sorte de contrôle de l'activité économique et
de quasiment toutes les sphères d'activité d'influence dans l'économie qui restent encore très centralisées, avec un système judiciaire dont les dépendances vis-à-vis du ministère de la Justice n'est quasiment jamais assurée. Et ce droit français-là, qui n'a pas été repensé pour les réalités de nos pays, ce qu'on oublie, c'est qu'aujourd'hui, les mêmes autorités qui ont tout centralisé dans beaucoup de nos pays, elles doivent à la fois gérer le régalien, le droit pénal et tout ça, mais doivent aussi gérer la cybercriminalité. Je pense pas qu'à l'époque où ce droit a été pensé, on avait imaginé ce type de risque. Mais ces mêmes structures qui sont phagocytées qui sont engourdies, qui ne sont pas modernisées, doivent gérer ça. Parfois, je tombe sur des témoignages de professeurs de l'université français qui sont tellement satisfaits de leurs élèves aujourd'hui, grands juristes. Il n'y a jamais de petits juristes d'ailleurs. C'est comme les résistants, il n'y a que des grands résistants. Et non, grands juristes sur le continent et tout. Et je me dis, mais est-ce qu'à un moment donné, ils se posent la question de l'adéquation de la formation qu'ils ont reçue en France et du droit qu'ils sont censés appliquer aux réalités du continent. Et ce n'est même pas remis en cause, et même lorsque la France évolue sur certaines questions, lorsqu'on prend en compte je ne vais jamais y arriver, c'est l'instance suprême pour les juges, non pas en droit, c'est l'organisation, le Conseil supérieur de la magistrature. Exactement. Le Conseil supérieur de la magistrature, il y a eu des réformes sous le président Nicolas Sarkozy et je pense au François Hollande pour réduire un peu la même mise du gouvernement sur ces structures-là. Cette évolution n'a pas été appliquée dans beaucoup de pays africains. Ce qui, à mon avis, est vraiment problématique. Sur un autre point, il y a ce qu'on appelle sur le continent l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, qui regroupe 17 pays africains et qui a vraiment permis de moderniser beaucoup de ce droit hérité des années 60, 70, 80, etc. Mais ce droit-là est tellement français dans sa conception que rien qu'à Paris, il y a à peu près 4 universités qui proposent une formation en droit OHADA. Et dans beaucoup de pays africains, il y a beaucoup de juges qui sont même pas au courant qu'il existe. Encore une fois, lorsque le droit commercial est à ce point dépendant de la France, c'est peut-être une raison de se réjouir pour Paris. Je ne suis pas sûr que ce soit une raison de se réjouir dans beaucoup d'économies africaines, d'autant plus qu'il y a des exemples qui existent ailleurs sur le continent par rapport à l'indépendance de la justice. Le Conseil supérieur de la magistrature en Ouganda, au Kenya, est très fortement indépendant. Il y a 3 des 15 membres qui sont nommés par l'exécutif, le reste par le bâtonnier, la Cour suprême, etc. Il y a des formes plus flexibles de justice qui sont réalisées. J'en parle, encore une fois, c'est très important sur cet élément-là. Et le fait de ne pas penser systématiquement à cet aspect d'une influence de Paris dans le continent, mais de se concentrer sur ce qui arrive à 3 pays marginaux au sud du Sahara, je pense que c'est une façon de réfléchir qui est datée et qui résonne en espace, en zone de contrôle, en surface sur une carte. Mais dans la vie économique réelle, il y a des emprises qui sont plus importantes, auxquelles on ne pense pas, et tant qu'on n'y pense pas, on ouvre la porte à des paralysies qui, quelque part, contribuent à ce que des entrepreneurs africains, des membres d'associations, des responsables politiques qui ont envie de développer une nouvelle offre ne le fassent pas parce que le système est paralysé. Il est paralysé parce qu'on ne réfléchit pas forcément et on ne conteste pas nécessairement les causes de cette paralysie-là. Je finis sur la finance internationale. J'ai parlé trop longtemps, désolé. Je pense que je finis sur la finance internationale parce que je parlais tout à l'heure d'influence sans lutte. Et cette influence sans lutte, elle est partout. La semaine dernière, je participais à un conf call avec plusieurs banquiers africains. Je suis là pour prendre des notes. On approche la grande par où on peut. Et tous, systématiquement, se sont plaints des règles de Bâle III qui ont été adoptées après la crise financière. Et ces règles-là ont été importées franco à bord, pour le dire ainsi, dans beaucoup de pays africains. Ce qui est quand même extraordinaire. Absolument extraordinaire. Et donc, pour une crise créée aux États-Unis par des plutocrates, des entrepreneurs africains n'arrivent pas à obtenir les financements qu'ils veulent parce que les banques sont obligées de garder des quantités absolument
extraordinaire de capital, très cher d'ailleurs, mais à mettre ce capital de côté en réserve au cas où. Et donc, les projets ne sont pas développés. Ça pénalise le secteur privé, ça pénalise les ménages qui ne peuvent pas emprunter pour acheter leur maison, ce qui explique parfois toutes les constructions en guillemets sauvages qui se développent sur le continent, c'est que les personnes n'ont pas accès au crédit. Et s'ils n'ont pas accès au crédit, ils n'ont pas accès à des actifs financiers, ils ne peuvent pas obtenir de prêts, ils ne peuvent pas développer d'activité. Il y a un cycle qui est dangereux et qui est accepté de cette façon-là. Et donc, ces règles-là ont été importées dans beaucoup de pays africains, jamais remises en cause, malgré la protestation véhémente des acteurs africains. Ils n'y peuvent rien, parce que s'ils veulent avoir des partenaires internationaux, ils sont retirés de ces marchés mains. On a besoin d'eux, les banques africaines ont besoin d'eux pour toutes les activités de banque de correspondance, pour financer le commerce, l'import-export, etc. Et pour pouvoir travailler avec ces banques internationales-là, ces banques sont obligées de respecter ces nouvelles règles. Et là, dans quelques temps, ils sont en train de penser à balle 4. Quand je pense que c'est fini, il y en a encore, en fait. Et donc, voilà, ce système se perpétue. Et en termes d'influence indue, non questionnée et délétère dans l'économie africaine, je pense que l'influence de la finance internationale telle qu'elle est aujourd'hui de façon dérégulée et non questionnée, je pense que cette influence-là, elle est l'une des plus néfastes. Et elle se perpétue à travers aussi les agences de notation qui ont une influence sur les notes de crédit des souverains dans beaucoup de nos économies. Et la note de crédit du pays détermine la note de crédit des acteurs privés. Et la perception du risque dans l'économie africaine est sans commune mesure avec la réalité. Lorsqu'on entre dans le détail et qu'on consulte les statistiques de la Banque mondiale et du FMI, les taux de défaut dans beaucoup de pays africains en monnaie locale sont faibles, en monnaie étrangère ne sont pas si élevés que ça, mais surtout les taux de recouvrement de beaucoup de ces prêts-là sont plus élevés que dans beaucoup d'autres zones du monde parce que, évidemment, les garanties qui sont demandées sont tellement élevées. S'il faut apporter jusqu'à 40% du prêt qu'on a obtenu, évidemment, s'il y a des difficultés, la banque récupère quand même pas mal. Et tout ça alourdit l'accès au crédit, décourage l'initiative individuelle et empêche les États, quelque part, de pouvoir investir dans les domaines qui sont vitaux pour la croissance et l'avenir des économies africaines. Je parlais tout à l'heure du fait je ne sais pas si j'ai évoqué ce chiffre, mais il y a à peu près entre 60 et 90 milliards de dollars d'investissements nécessaires dans les infrastructures africaines qui ne sont pas réalisés chaque année, pas parce que l'argent n'est pas là, mais parce qu'il coûte trop cher par rapport au rendement qu'on veut proposer et il coûte trop cher de façon artificielle. Et ce surenchèrement-là est dû en grande partie aux règles de la finance internationale qui ne sont pas questionnées et qui sont acceptées parce qu'il n'y a pas tellement d'autres choix pour le moment. Peut-être l'idée serait de créer, c'est d'imaginer d'autres choix. J'en ai fini. Question. Oui, donc en effet, merci pour dire dans votre conférence. Et bien, vous avez un peu rétabli la vérité et vous avez rétabli la vérité à propos de la Chine durant votre conférence. Il serait possible de faire de même concernant concernant la Russie, parce que de temps en temps, on entend parler donc de la Russie, de la Russie, donc le Pékin. La place de la Russie dans l'économie africaine est marginale. Elle est beaucoup plus faible qu'elle l'était à l'époque de la Grande Union soviétique, si je peux dire. Ça, c'est réel. Le plus grand projet russe en Afrique durant les 15 dernières années n'a jamais été réalisé. Il n'avait quasiment aucune chance d'être réalisé. Il y avait un projet de développer des centrales nucléaires en Afrique du Sud pour, je ne sais pas le montant de tête, mais c'est 30 milliards de dollars. C'était absolument colossal. Il y a eu Rosatom qui était impliqué. Tout le monde s'est déployé. Bizarrement, le projet n'a pas avancé. Peut-être parce que l'Afrique du Sud doit continuer d'emporter ses marchés internationaux. Peut-être que le fait de signer des accords de ce type-là avec un acteur un peu compliqué sur la scène économique mondiale pouvait être mal noté pour les agences de notation. Je ne sais pas. En tout cas, le projet n'a pas évolué. Après, basiquement, il y a aussi des questions de sécurité nucléaire aussi. En fait, l'Afrique du Sud est le seul pays africain avec une centrale nucléaire qui est vieillissante et qui coûte
un pognon de dingue, pour citer notre Auguste. OK, un pognon de dingue à être entretenu et donc ça aurait été compliqué. Mais le pays souffre aujourd'hui, toute son économie souffre de délestage régulier et ça affecte l'ensemble de l'économie sud-africaine, le secteur minier, le secteur, enfin quasiment toute l'économie en fait, est affectée par ça. Est-ce que cet investissement russe aurait permis de changer la donne? Éventuellement. Donc les acteurs russes sur le continent sont dans un secteur mais très spécifique en fait. Parfois dans le secteur minier, et ce sont les implantations très anciennes, mais dans tous les... Il y a certains pays comme l'Égypte, où encore une fois la présence est ancienne et leur présence s'est maintenue, mais dans tous les secteurs, disons, porteurs de l'économie africaine aujourd'hui, que ce soit les télécoms, il y avait des Russes en Algérie, je crois que c'est Vinbelcom qui ont vendu, il y a à peu près peut-être 7 ou 8 ans. Donc dans les télécoms, ils ne sont pas présents, dans la banque, certainement pas, dans l'agriculture, il n'y a personne, dans les mines, dans quelques pays. Ils sont présents en Guinée, par exemple. Ils sont présents en Guinée, il y a le groupe Rusal qui est présent dans l'alumine dans ce pays-là, mais la présence économique russe dans les pays africains est très faible, en fait. Et elle n'est pas sur les secteurs porteurs. Ce qui ne veut pas dire que la Russie n'a pas d'influence sur le continent, mais dans le domaine militaire et stratégique, qui n'est pas exactement mon domaine de compétence, et je ne vais pas vous faire une BHL et prétendre que j'ai un avis sur tout ce qui se passe dans le monde. Bonsoir monsieur, merci pour votre conférence. C'est peut-être un peu en sujet avec ma question, mais souvent on entend parler de l'impact de la colonisation sur les économies africaines. Et donc je voulais savoir si ces paramètres étaient plutôt négatifs au fond ou positifs. Ce que je veux vous dire, c'est qu'après quasiment 100 ans de présence et de contrôle français au Burkina Faso, le pays de Thomas Sankara, quand le pays accède à l'indépendance, le taux d'alphabétisation est de 2% de population. Et lorsque les Français accordent l'indépendance au pays, il y a 5 unités industrielles, dont un site d'égrênage de coton et un site d'embouteillage de soda. Après 100 ans. Bon. Si on occupait la Moldavie ou, je sais pas, Poitiers, par exemple, et qu'au bout de 100 ans, tout ce qu'on laissait derrière, c'était ça, je pense qu'on aurait des raisons de s'interroger sur quelle était la stratégie suivie, en fait. Et quels étaient son bien fondé, quel était le but de cette stratégie-là. Et donc, je ne peux pas émettre de jugement... encore une fois, même émettre un jugement sur la question ne m'intéresse pas spécialement, en fait, parce que la raison pour laquelle je fais référence à l'Amérique latine à chaque fois dans l'ouvrage et durant cette conférence, etc., c'est que ce tête-à-tête, ce top cédant tête-à-tête avec l'Europe, moi, il ne m'intéresse pas spécialement. Dans l'ouvrage, il y a une section dans le titre, le titre est qu'est-ce que vous avez contre le Costa Rica? Où j'essaie d'expliquer en fait que si on promet, si on promet aux économies africaines que demain, si telle ou telle chose était faite, si on voyait tel ou tel groupe hors du pays, la situation serait radicalement meilleure. Je prends les exemples. J'ai évoqué les différences de PIB tout à l'heure entre les pays africains et les pays d'Amérique latine. Je pense que refaire l'histoire ne sert à rien aujourd'hui. Ça ne sert à rien. Ça rouvre des plaies qui au lieu de fermer, peut-être qu'il faut les laisser ouvertes, j'en sais rien. Honnêtement, moi, ça ne m'intéresse pas dans l'économie, ça ne m'intéresse pas spécialement. Mais en revanche, lorsqu'on voit les progrès qui ont été réalisés par certains pays d'Amérique latine, pas tous, mais j'ai vu le Costa Rica, dans le pays dans lequel la productivité du secteur économique, j'ai vu, dans lequel la productivité du secteur économique a bondi de 30 000 $ en une vingtaine d'années à peu près, et dans lequel le taux de pauvreté est passé de 12% de population à moins de 1%, lorsqu'on voit ce que ces pays ont réalisé, ça me rassure, ça me conforte. Ça veut dire qu'il existe des façons de répondre à ces difficultés sans forcément refaire des bagarres, des batailles qui ont été perdues il y a un siècle. Je sais pas si ça répond à votre question. Oscar, monsieur Nasporakizé, vous n'avez pas abordé le thème de l'émigration subsahélienne. J'aurais voulu avoir votre avis et vos projections
à venir sur ce thème? Bah, c'est un sujet dans l'ouvrage, et je te donne partie sur le livre de Stephen Smith, La ruée vers l'Europe, que j'ai lu en détail. Mais quand je parlais de postulat tout à l'heure, je trouve que ça fait partie un peu de cette vision un peu statique des économies africaines au pluriel, en fait. Évidemment, les chiffres, si on raisonne comme le fait Ella Smith, je pense, dans son ouvrage d'une vision statique de l'économie africaine, dans l'ouvrage, il dit quelque part que la jeunesse africaine n'est pas, je sais pas, une opportunité ou un truc comme ça, mais un gouffre à fond perdu. Ce qui, quelque part, signifie que tous les efforts qui sont faits pour pour l'alphabétisation, dans la formalisation des économies, dans le passage de l'informel à l'artisanat, et donc, tous ces efforts-là sont à peu près inutiles. De toute façon, il y aura, je sais pas, 500 millions d'Afro-Européens, en tout cas de migrés du continent vers l'Europe en 2035, 2040, pourquoi pas demain. Enfin, on peut faire les projections qu'on veut. Mais déjà, en économie, dans la recherche en économie, ça ne marche pas comme ça, en fait, lorsqu'on le donne. Les facteurs d'attraction et de répulsion entre les zones de départ et les zones d'arrivée ne sont pas juste une variable du PIB par habitant. Des choses auxquelles on ne pense pas, déjà le taux de change joue, l'accès au droit de retraite joue pour partie de la population, les droits sociaux, beaucoup de choses qui jouent en fait. Donc le calcul ne se fait pas c'est pas une équation à deux inconnus qu'il faut régler, ça ne marche pas comme ça. Et dans l'ouvrage de Smith, il indique qu'il a fait une projection de ce qui s'est passé au Mexique, de l'immigration mexicaine vers les États-Unis, et il a reproduit ces chiffres à peu près dans le cas de l'Afrique vers l'Europe. Bon, il y a le Rio Grande, hein. Bon, mais la Méditerranée, c'est pas non plus le Rio Grande, c'est un premier point. Mais surtout, encore une fois, on raisonne de façon statique. Je peux donner l'exemple de ce qui s'est passé en 2000, à partir de 2022. Le président Kais Saied en Tunisie a commencé à développer tout un discours xénophobe parce que il perdait sa popularité, les ruptures institutionnelles qu'il avait prévu de mettre en œuvre, il n'arrivait pas à les mettre en œuvre. Et il a fait ce que beaucoup font dans ces cas-là, en fait, c'est-à-dire les Africains. C'est très intéressant d'ailleurs comment le vocable africain peut couvrir selon qu'on parle à l'ONU ou qu'on parle à Tunis, soit ça couvre tout le continent du Cap à Casablanca, soit ça commence au Niger. Bon, c'est intéressant comme évolution. Anyway, donc l'idée était que les subsahariens présentaient un danger. Ce qui s'est passé était intéressant, c'est que plusieurs pays africains, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, ont organisé des rapatriements c'était quelques centaines, quelques milliers de personnes par rapport aux dizaines de milliers qui vivent dans le pays, certes. Mais c'était une idée depuis des décennies. Parce que quelque part, ces pays-là ont une croissance, une évolution de leur économie, une évolution de la façon dont la société civile perçoit ses propres droits et la façon dont le gouvernement perçoit ses obligations vis-à-vis des populations et de la diaspora. Cette évolution-là est marquée. Et donc, ça signifie qu'on ne peut pas rester dans une dynamique et aller de ce qui s'est passé les années 2000 ou de ce qui, à partir de 2015, etc., et imaginer que ça se reproduira ad vitam aeternam et qu'il n'y a pas grand-chose à faire et que c'est la catastrophe. Il n'y a pas d'évolution. S'il y a des évolutions, issues dans le cas de la Tunisie, dans le cas de la Tunisie et de la Côte d'Ivoire, entre 2010, je pense, en 2015 et 2022, le PIB de la Côte d'Ivoire a rattrapé, puis dépassé celui de la Tunisie. Et le juste supérieur de quasiment entre, je crois, 5 milliards de dollars. Le PIB par habitant de la Tunisie reste plus important, mais la dynamique était du côté ivoirien. Et en temps, la monnaie tunisienne a perdu un tiers de sa valeur par rapport au franc CFA. Donc, ce que beaucoup d'immigrés ivoiriens en Tunisie ont accepté de rentrer en Côte d'Ivoire, c'est qu'ils ont perçu qu'il y avait une dynamique dans leur pays d'origine qui n'existait pas à Tunis, que ça ne servait à rien de rester à zoner à Tunis alors qu'il y avait des opportunités à Abidjan. Et ce qui s'est passé à Abidjan, c'est passé dans une grande mesure au Sénégal, pas au Mali parce qu'il y a la crise actuelle, mais lorsqu'on redescend et qu'on commence à penser aux économies africaines de façon individuelle, on perçoit des dynamiques qui sont différentes. Et il y a des pays qui sont problématiques, mais ce n'est pas tous. La réaction tunisienne n'était pas
Mais à ce moment-là, la réaction, les propos de M. Stéphane Séjourné en disant qu'il faut faire revenir de Lyon, c'est très paternaliste et très raciste finalement. C'est c'est vrai, on peut dire ça. Le problème, c'est que c'est très étatiste. C'est pas, enfin, le gouvernement gère ces questions, enfin, le droit national, le droit migratoire, ça comme il entend. Mais cette façon d'avoir tel leader politique qui arrive en disant, toi, tu peux rentrer et des entreprises vont se débrouiller derrière. Il dira que je suis libéral et compagnie. Je suis plus réservé par rapport aux dirigismes étatiques sur beaucoup de questions que ne le sont d'autres personnes. Donc, tout d'abord, merci. Et je voulais souligner le fait que votre livre est très riche en références. On voit qu'il y a beaucoup de travail derrière. Donc pour ça, deuxième merci. Donc j'avais une question par rapport à l'économie, les économies plutôt africaines. Ma question, c'était quelle était la priorité pour ces économies? Vous parlez d'un problème d'accès à l'énergie, globalement, mais aussi, là, en Europe différent, vous avez parlé aussi d'un problème institutionnel avec le système législatif, judiciaire, pas forcément adapté, pour essayer de faire venir des investisseurs. Donc, quel est un peu pour vous, entre ces deux camps, la priorité, l'accès à l'énergie ou le soutien légal? Pourquoi choisir? ouais, attends, oui. Bah, si. J'avais fait le. Non, pas de blague ce soir. C'est compliqué. La façon dont je peux répondre à la question, j'explique dès le début de l'ouvrage que pour moi, la question essentielle, pas seulement pour les économies africaines, pour toutes les économies à travers le monde, la question essentielle, c'est la productivité des travailleurs. C'est là que ça se joue. J'ai parlé du Costa Rica tout à l'heure, où la productivité avait évolué de façon importante, à la fois dans l'industrie, dans les services, et ce qui a permis la progression du pouvoir d'achat des populations et la baisse de la pauvreté. Donc la question de productivité, pour moi, est centrale. Après, comment ça se construit, quels sont les facteurs les plus importants, ou comment ça s'organise, ça dépend de l'économie en question. Évidemment, ça peut paraître une palissade, mais ça dépend vraiment de l'économie en question, ça dépend le secteur privé marocain aujourd'hui a une capacité de déploiement qui n'est pas celle du secteur privé en RDC. Et donc, clairement, dire aujourd'hui la priorité, c'est ça, à mon avis, ce serait glasser dans l'image englobante, en fait. Mais dire que la productivité par travailleur est la donnée essentielle et qu'il y a des pays où on prend cette donnée-là comme étant importante et d'autres pays où on l'ignore, je pense que ça, c'est vraiment la différence. Parce qu'il y a différentes méthodes. Pour rester à l'exemple marocain et à l'exemple ivoirien, en Côte d'Ivoire, par exemple, le gouvernement a été très, très, très relax, si je peux dire, par rapport au secteur que le secteur bancaire finançait. Il n'y a pas eu de directive, il n'y a pas eu d'incitation, la Banque centrale, il n'y a rien eu, en fait. Les banques ont choisi les secteurs qu'elles allaient financer selon leurs propres directives. Au Maroc, il y a eu une vraie inflexion imposée depuis le palais. Mais dans les faits, les deux secteurs bancaires dans ces deux pays ont connu des progrès absolument remarquables. Donc il n'y a pas une recette. Il n'y a pas une recette. Le Maroc a décidé de poursuivre une politique dans le domaine de l'énergie verte. Tout le monde n'était pas forcément d'accord au départ, mais ça a eu des résultats remarquables. L'Algérie n'a pas été hyper intéressée par cette solution-là, pour des raisons évidentes. Mais les deux pays ne souffrent pas de difficultés d'accès à l'énergie, pour des raisons différentes. Donc, c'est compliqué de choisir, mais le caractère institutionnel et la léthargie d'un dirigisme, d'un centralisme étatique, pour un État qui n'est pas forcément adapté à toutes ces missions-là, je pense que ça, c'est vraiment un obstacle très important. Merci. Oui. J'avais une question sur les départs des banques internationales remplacées par un. Vous avez décrit le phénomène, vous n'avez pas dit pourquoi. Les banques internationales sont parties en grande partie parce qu'elles étaient obligées. Enfin, grosso modo, le risque africain était surpondéré. C'est-à-dire, grosso modo, s'il y avait 1 milliard de dollars qu'elle détenait en actifs dans une banque ivoirienne, etc., lorsque ça remontait à Paris, ça valait 750 millions ou 600 millions de dollars dans leur compte. Et donc, quelque part, ça alourdissait le risque de crédit et
ça devient trop compliqué. Et la réglementation en termes de connaissance du client, s'assurer que on a vraiment bien identifié la personne en question et tout, ça demandait des vérifications qui n'en finissaient pas. En tant que journaliste, au nombre de fois je tombe sur... des gens m'appellent, des gens qui travaillent dans le conseil au secteur bancaire en disant « Oui, au fait, tu ne connaîtrais pas quelqu'un dans tel pays qui pourrait faire une enquête sur telle ou telle personne pour prouver que sa famille a obtenu sa fortune dans, je sais pas moi, la confiserie de façon absolument légale ?» Et je réponds en disant « Mais je me prends pour un imbécile, quand tu penses que j'ai que ça à faire de fournir des noms de journalistes et tout, mais il y a une vraie industrie qui s'est développée pour vérifier. Mais ces gens qui font ce travail de vérification, il faut les payer. Et ça coûte cher. Et pour chaque transaction, ça coûte cher. Et donc, au bout d'un moment, c'est peut-être plus simple de financer un agriculteur français que d'aller s'efforcer à financer un directeur de PME à Guinée au Sénégal. J'ai promis un nom exotique, voilà, c'est fait. Okay. Vous avez parlé des développements individuels des États. Dans le cas du Gabon, a-t-il un dynamisme et si oui, lesquels? Sur quel aspect de Après le coup d'État qui s'est déroulé là, et l'élection du nouveau président, non, enfin non, c'est difficile de mettre des jugements sur des pays entiers. Tout ce que je peux dire dans le cas du Gabon, c'est qu'après des années des années bongo, c'est comme le dire les années France, en fait. Il n'y a eu que les bongos à part le premier président qui est resté 2 jours et demi, quoi. Après les décennies de marasme, à partir des années 2015, il y a eu de vrais efforts pour forcer la diversification économique du pays. Est-ce que c'était trop tard et trop peu? Je ne sais pas. Est-ce que ces efforts-là sont restés accompagnés de pratiques politiques et sociales qui n'étaient pas forcément les plus adaptées? C'est possible. Mais toujours est-il qu'il y a eu des efforts qui ont été faits pour accélérer la diversification du pays, pour essentiellement ramener plus de valeur ajoutée sur place. Non seulement dans l'industrie du bois, par exemple, que ce ne serait-ce que ça, pour assurer sa transformation sur place, sa première transformation avant l'export. Donc ces efforts ont été faits. Le rythme était-il le plus adapté? Je ne suis pas certain. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Embarquez. Ensuite, on prendra puis deux dernières ici. Bonsoir monsieur, merci beaucoup pour la conférence. Vous avez évoqué Star Times. Est-ce que c'est un simple actif économique chinois qui a été lancé en réponse à l'identification d'une opportunité de marché, ou est-ce que c'est réellement une arme de soft power par sûr? Le plus évident, c'est que le plus probable, c'est que c'est la deuxième option. C'est la deuxième option. Lorsqu'ils sont arrivés au Rwanda en 2007, c'est parce qu'ils se disaient qu'il y a un tel potentiel de développement de comiques et de réalisateurs au Rwanda que ça justifiait l'investissement. Je pense qu'il y avait une vraie raison, et le fait qu'il n'y ait pas d'autres acteurs chinois qui aient été autorisés à aller sur ce marché-là depuis, ça laisse entendre que je ne sais pas qui, quelque part, à quel niveau, de quelle façon, dit quoi. Ce qui veut dire, je sais rien en fait, mais l'évidence laisse penser que oui, mais ça de soft power, mais en fait, il n'y a rien de mal à avoir une stratégie de soft power. Je pense que RFI, qui diffusait des émissions en mandingue et dans je ne sais pas combien de langues africaines imaginables, je ne pense pas que c'était parce que Françoise Nissen adorait le Nomolo ou le coupé décalé, en fait. Je pense qu'il y avait une vraie théorie. Il y avait une vraie théorie derrière. Hein. Si je peux en dire, c'est quoi la nature des programmes qui sont diffusés de cette chaîne? Pour nous, Européens, on n'a pas forcément connaissance de ça. Bah, il y a beaucoup de séries chinoises, évidemment, mais il y a aussi beaucoup Non, il y a beaucoup de telenovelas, il y a beaucoup de séries nigérianes. Ils ont acquis les droits du foot aussi, dans plusieurs ligues, parce qu'ils étaient prêts à mettre les fonds. Et donc, si c'est la propagande, c'est... Comment dire? C'est pas RT, même si je sais que beaucoup de gens, etc., c'est pas aussi flagrant que ça, non. En tout cas, pour le moment, c'est beaucoup de divertissement. Hein. C'est beaucoup de divertissement.
Avant, en dernière question, Yann. Bon, bonsoir, je vous remercie tout à fait de votre ouvrage et de l'affection que vous avez exposée. Elles sont assez pertinentes, c'est très juste. Mais il y a quelque chose qui est rarement abordé, évidemment, dans la chose africaine. Je vais prendre des exemples assez simples. La Corée du Sud, à la sortie de la guerre en 54, elle est au même niveau que le Ghana. Donc évidemment, Corée du Sud, on attend de boire en effet un réfrigérateur ou une voiture du Ghana, ça n'a pas. Et la question que les Africains connaissent très bien, mais qui elle n'est jamais dite aux Blancs en règle générale, c'est comment se fait la transmission du patrimoine dans le milieu bantou, dans l'univers bantou. Je ne parle pas de l'Afrique subsaharienne, qui est musulmane, et donc la transmission du patrimoine se fait différemment. Mais dans la chose bantou, comment se fait cette transmission du patrimoine? Je le sais pour avoir assisté à des enterrements et avoir entendu et négocié pendant des jours, évidemment, un éclaté, finalement, d'un patrimoine existant et problématique que ça pose pour la fragilité d'une industrie. C'est la durée. Sur quel temps peut-on miser sur une personne pour développer quelque chose? Ça, c'est une économie, mais c'est lié directement à la société. Ce sont des choses qui sont jamais abordées. C'est la nature même des structures africaines dans la perspective d'un développement. Si en effet, après qu'une industrie soit créée dans le bois ou dans l'immeuble, dans le service ou n'importe où, si elle disparaît toujours, si elle est rééclatée. Et cette continuité, évidemment, elle n'existe pas en Afrique. En Afrique, moi, c'est soit en effet c'était le patrimoine légué par la France et par les colonies, mais ce patrimoine-là, évidemment, il va être dilapidé, enfin, il va être revendu, il va commencer à peser pour certains, mais dans la chose africaine, leur développement, il est bloqué là. Ouais, bon, enfin, moi, la chose africaine, je sais pas exactement à quoi ça correspond. Mais déjà, les groupes bantous, c'est... Oui, mais les groupes bantous, c'est... Oui, bon, ça part du Cameroun à l'Afrique du Sud. Il y a à boire et à manger à l'intérieur. Hein. Donc, je ne sais pas à quel point ces pratiques sont répandues. Et en plus, qu'est-ce qu'il y avait vraiment à partager? Je ne suis pas complètement certain qu'il y avait grand-chose. J'ai assisté à des disputes de famille autour autour de tel ou tel bien, en tel ou tel truc. Je me disais, si oui, bon, je rachète voilà quoi. Mais franchement, ça valait pas une dispute familiale pour ça. Donc, bon. Donc, il y a cet élément-là. Mais en revanche, le point qui est complètement sous-estimé, c'est la force des groupes familiaux aujourd'hui en Afrique. Il y a beaucoup de groupes familiaux qui sont très importants et qui sont sous le radar. De temps en temps, ils émergent lorsqu'il faut, évidemment, ou dans mon côté inactif ou acquérir une licence télécom, etc. Là, à ce moment, ils émergent. Le groupe Jeune Afrique a fait tout un travail remarquable là-dessus, sur le catalogage des family business sur le continent et donc l'éparpillage des richesses au décès du patriarche et compagnie. C'est peut-être une réalité des années 80, c'est plus le cas aujourd'hui. Je pense qu'il y a une formalisation qui est réelle. La comparaison, je pense vraiment. Je le pense vraiment. Et il m'est arrivé de rencontrer des gens au Soudan qui sont la troisième génération, c'est pas un monde oui, mais qui sont la troisième ou la quatrième génération de leur business. Lorsqu'on pense à... Musulmans ou pas? J'en sais rien, peut-être qu'ils étaient bouddhistes, mais bon, à la fin du film, ils étaient au Soudan, ils étaient à la quatrième génération de leur business. Lorsqu'on pense à Aliko Dangote, l'homme le plus riche du continent aujourd'hui, on voit sa fortune, etc. Mais c'est la quatrième, la cinquième génération d'une famille de gens qui ont bâti, génération après génération, leur business. Donc peut-être qu'il y a des différences sociologiques sur lesquelles, honnêtement, je n'ai pas de compétences. Il faut les demander à Olivier Todd. Il y a une façon d'expliquer l'économie par les structures familiales. À mon avis, c'est ferait un plaisir d'expliquer les spécificités de la famille Bantou, Cameroun et compagnie. Je pense qu'il y a des choses à dire là-dessus, mais moi, je suis incompétent pour le faire. Ou pour prétendre avoir un quelconque intérêt pour ces questions-là. Dernière question. On va pas passer le temps. Oui, on peut dire sur la dépendance des banques était et par rapport aux Français. Il y a pas une dépendance encore énorme aux banques européennes qui pourrait expliquer les, les raids comme global. Non, ce sont les marchés internationaux. Et
Et la dépendance aussi, en rapport au franc CFA, ça permet de manquer de liquidité. Est-ce que Les liquidités ont été rapatriées, hein. Depuis la réforme de 2000. Pardon, vas-y. il y a d'autres monnaies qui sont utilisées? Quels sont les obtenus peuleux Euh, en Afrique? en Afrique, Le franc CFA, simplement. bah, il y en a. Ah, au-delà du. Je suis pas sûr, en fait. Ah, ok. Bah, je suis pas sûr qu'on remplaçait une parité avec l'euro qui est jugé surévalué par une parité avec le yen soit vraiment une sorte de progrès, en fait. Euh, je suis pas certain. Et encore une fois, le franc CFA. Ouais, bon. Ouais, le franc CFA. Le Mali était dans la zone CFA, on est sorti, est revenu. La Mauritanie était dans la zone CFA, on est sorti, a maintenant sa propre monnaie. Oui, par exemple. Oui. Et donc, il n'y a pas un fétichisme autour du franc CFA. On peut sortir du franc CFA, ça s'organise assez relativement facilement, en fait. Chaque pays a les réserves de ces pays-là sont mises en commun pour s'assurer en cas de coup dur, mais on sait qui a combien en réserve, en fait. Et donc, si le pays veut sortir de la zone, bah, il enclenche le processus, il récupère sa réserve, il commence à imprimer sa propre maison, il a garanti sa propre monnaie, il a garanti comme il veut. Et donc, la dépendance par rapport à la France, encore une fois, lorsqu'on parlait on évoquait la colonisation, on évoquait le lait colonial et tout ça, et je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui, peut-être que jusqu'aux années 90 ou 80, étaient encore très prégnants et très importants et très influents sur le continent. Aujourd'hui, je crois que c'est beaucoup moins le cas. Je crois que c'est beaucoup moins le cas. Et après des débats sans fin, en 2020, il y a eu une réforme du franc CFA. Les Français sont sortis des instances, quasi toutes les instances dirigeantes de la zone CFA. La Banque centrale, la Banque de France n'a plus le monopole pour la gestion et le contrôle de ces réserves-là. Et donc, aujourd'hui, il ne reste plus qu'à soit décider de changer de nom, soit décider d'adopter un ensemble de, je sais pas, un panier de monnaie, un panier de réserves étrangères et basculer vers sa propre monnaie. Le Nigeria a sa propre monnaie, le Maroc a sa propre monnaie, la RDC a sa propre monnaie, qui s'appelle le dollar américain. Non, il s'appelle le franc congolais, mais dans la réalité, c'est l'économie complètement dollarisée. Si on veut arriver à ça et passer de la parité avec l'euro à la dollarisation, si ça s'appelle un progrès, why not? Pourquoi pas, pardon. Le fait que le franc CFA circule entre les pays, c'est une monnaie commune. C'est une monnaie commune. Il y en a une ici. Le problème que une des difficultés que le franc CFA, à mon avis, tient, une des critiques que j'accepte sans problème, vient de ceux qui jugent que la monnaie est surévaluée et que la parité à 1 euro, 650 francs CFA est trop importante et encourage l'importation et renchérit les exportations de produits africains. Ça, c'est une critique que je peux comprendre. Oui, ça, je peux la comprendre, mais ce qui veut dire qu'on pourrait changer de parité. J'avais 5 ans lorsqu'on est passé une parité de 1 franc français pour 50 francs CFA à 1 franc français pour 100 francs CFA. Ça s'est fait en avril 94, je pense. Et du jour au lendemain, les prix ont explosé, mais après, ça s'est stabilisé. On peut changer la parité. Il n'y a pas de fétichisme en fait, autour de la monnaie. En tout cas, moi, je n'en perçois pas. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.